Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café de la Marine, au cœur de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Il faisait figure de grand favori pour le Vendée Globe 2020. Une série d'avaries a torpillé ses ambitions 3 jours seulement après le départ de cette édition. De retour au sable, il aurait pu faire le choix de jeter l'éponge. Il a décidé de repartir et d'écrire une toute autre histoire que celle à laquelle il s'était préparé pendant 4 ans. Lui qui était venu pour batailler aux avant-postes a partagé l'anonymat des marins en queue de peloton. S'il n'a pas obtenu la consécration espérée, il est allé au bout de ses convictions et a surmonté ses coups de blues pour boucler son tour du monde à la 13e place. Un Vendée Globe pour l'honneur. Jérémy Bayou est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour, merci. Merci d'être là, bravo pour ce tour du monde que tu as bouclé, comme disait Gilbert, pour l'honneur et avec beaucoup de force. Alors justement, tu es rentré à Lorient, ton bateau aussi a retrouvé sa base, il est même rentré en chantier. Est-ce que enfin c'est l'occasion de faire une pause ? Ouais, je pense que ça va être le bon moment. C'est sûr que je te remercie pour ce tour du monde parce qu'au final, oui, c'est une 13e place, c'est pas du tout ce qu'on recherchait, ce qu'on était venu chercher, mais boucler un tour du monde, c'est pas rien. Et effectivement, c'est le 3e tour du monde en 4 ans, donc je vais éviter d'en faire un l'année prochaine, peut-être même l'année d'après. D'où notre question. Voilà, c'est la bonne question. Non, il n'y aura pas de tour du monde l'année prochaine, et puis il y aura quelques vacances là dans les jours à venir, c'est sûr. Alors on va revenir à ce 4e tour du monde. Tu faisais clairement partie des favoris avec un 60 pieds de référence. Et patatras, le ciel t'est tombé sur la tête. Une série d'avaries t'ont obligé à faire demi-tour. Tu as choisi de réparer. Lorsque tu as pu, donc au bout de 9 jours, tu es reparti. Tu comptais 3000 milles de retard sur la tête de la flotte. C'était peut-être tentant de jeter l'éponge. Pourquoi tu es reparti, Jérémy ? Ouais, c'est sûr que le plus simple, c'est de laisser tomber en fait. Et quand tu rentres, même limite, tu te poses la question de est-ce que je rentre au Sable d'Olonne, est-ce que je tente de repartir. Ça, honnêtement, très honnêtement, ça te traverse l'esprit. Ouais, parce que c'est une course pour laquelle tu te prépares depuis 4 ans, peut-être même depuis plus longtemps au final, et que c'est super dur à accepter. Et l'abandon, au final, il y a ces petites heures où c'est quelques jours où tu te dis c'est fini en fait. Et ça fait du bien d'abandonner sur le coup. Mais je l'ai vécu après, aussi. Les quelques heures après, abandons. Et les quelques jours après, c'est horrible. Il n'y a rien de pire. Donc quand tu as la possibilité de pouvoir repartir, il faut tout mettre dedans pour y arriver. Ouais, du coup, il y a un mélange de quoi ? Il y a à la fois de l'orgueil, de l'envie de se dépasser malgré tout, l'équipe qui s'est beaucoup investie, un partenaire qui a mis de l'argent sur la table aussi et qui s'est investi derrière toi. Ouais, tout le monde il met son cœur dans le team Charal, chez Charal depuis 4 ans, un peu moins maintenant. Donc au final ça devient naturel quoi. Ouais, ça te traverse l'esprit de laisser tomber parce que c'est humain, parce que c'est dur à vivre et que voilà, c'est comme ça, mais au final ça te traverse l'esprit, mais ça n'a jamais été vraiment réel quoi. Alors ça aurait été réel si techniquement on n'avait pas été capable de réparer, mais rapidement, au bout de 24 heures, on a su que ça allait être bon. Donc tu essaies de te remobiliser. C'est pas simple parce qu'il y avait une bulle sanitaire autour. Donc tu te retrouves dans ta location au Sable d'Olonne dans laquelle tu étais déjà 3 semaines avant le départ. Tu tournes un peu en rond. Tu regardes la course, mais les autres qui s'éloignent. D'un œil, les autres qui s'éloignent. Les premières avaries, l'avarie de Nico. Voilà, donc il faut se remobiliser, c'est pas si simple. Oui, justement, Jérémy, parce que du coup, il a fallu oublier ton rêve, ce pourquoi tu t'étais préparé pendant 4 ans. Comment, justement, est-ce qu'on réussit à se remotiver ? En fait, tu n'arrives pas à l'oublier. Et aujourd'hui encore, j'ai de la frustration, je le rumine un petit peu, mais c'est de moins en moins souvent, et puis tu arrives à passer au-dessus, en fait. Mais il ne faut pas croire qu'on peut oublier ça et que ça ne te marque pas. Maintenant, il ne faut pas que ça te perturbe en permanence et que ça t'empêche d'avancer.
Donc ça ne m'a pas empêché d'avancer dans le sens de repartir, de reprendre un départ, et puis petit à petit de me remobiliser autour juste de la marche du bateau, puis autour de la météo à moyen terme, puis à long terme, à imaginer rattraper d'autres bateaux. Et puis c'est revenu comme ça, mais voilà, je reste quand même frustré de ce Vendée Globe, bon, à la fin... Il va falloir apprendre encore avec le temps aussi à accepter. Ouais, il faudra peut-être d'autres courses, il faudra peut-être un autre Vendée Globe, quoi. Ouais. Alors, à la différence aussi du départ en catimini, tu l'as évoqué, hein, cette situation sanitaire très particulière. Tu étais seule dans ton appart, mais il y a quand même des gens qui sont venus t'encourager quand tu es rentrée, quand tu es repartie. Tu as quand même eu ce monde-là qui est venu te donner cette force aussi. Ça aide à repartir pour les gens, les passionnés qui sont venus t'encourager. Ouais, c'est énorme en fait. Et c'est limite trop quand tu rentres et qu'il y avait plein de monde sur les digues du port Contrairement au des Sables-d'Olonne. départ. Contrairement au départ, donc tu prends une claque là. Et puis les gens sont là à t'encourager. Toi, tu es dans l'échec en fait. Tu rentres, tu es dans l'échec, tu as perdu la course, tu sais pas si tu vas pouvoir réparer. Et en fait, les gens, eux, ils se posent pas la question. Ils y croient, quoi. Ils y croient, quoi. Donc au final, toi, tu te poses de moins en moins la question aussi. Ouais. Voilà. Alors justement, l'objectif, il était de revenir assez rapidement sur la queue de la flotte. Malheureusement, la météo, elle n'a pas été aussi favorable qu'espéré pour la descente de l'Atlantique. Et le poteau noir non plus. Le poteau noir qui est vraiment pas cool avec toi, hein, parce que dans la Transat Jacques Vabre, ça avait été un cauchemar. Ouais, j'en ai eu des bons aussi. C'est vrai qu'on retient souvent les mauvais, mais de temps en temps, il y en a des bons. Donc, voilà. Mais est-ce que là, quand tu as vu que le scénario, que ça s'enchaînait pas bien, tu n'as pas été tenté de faire demi-tour, de dire oh, je mets le clignotant? Ah ouais, plusieurs fois par jour. Fois, ouais. C'est vraiment ça, c'est que tu peux pas effacer ce qui s'est passé, c'est ta réalité. Il faut le gérer, mais voilà, tu peux pas l'effacer, tu peux pas ne pas y penser. Il faut pas y penser trop longtemps, et puis il faut pas que ça t'amène à faire des bêtises. Et ça aurait été une bêtise de s'arrêter. Donc ouais, ça m'a traversé l'esprit plein de fois. Il y a plein d'îles sur la route, des belles îles, Canaries, Cap-Vert, puis Bonne-Espérance. Puis ça serait sympa de s'arrêter par là plutôt que de faire la boucle et retourner au sable. Et puis en fait non, c'était impossible. Voilà, pour moi, c'était impossible pour les gens qui soutiennent. Et puis au bout d'un moment, voilà, tu y penses moins. Et puis quand tu es engagé dans le Grand Sud, de toute façon, c'est pour faire la boucle. Et puis là, c'était parti. C'était reparti. Ouais. Alors, le compétiteur que tu es vraiment habitué à évoluer aux avant-postes. Hein, tu ne t'es pas caché, tu es venu vraiment pour la gagne. Là, il a fallu apprendre aussi à évoluer en queue de peloton. C'était nouveau. Finalement, ce n'est pas ton premier Vendée Globe, mais c'était quand même une découverte dans ce sens-là, quoi. Ouais, ça aurait pu être un premier Vendée Globe aurait pu un peu se passer comme ça, ou à ces places-là, quoi. Donc mes premiers Vendée Globe se sont terminés trop tôt, donc voilà, c'était peut-être une expérience de rookie pour le coup. Et oui, c'est particulier. Je crois que quand tu prends un petit peu l'habitude de faire des belles perfs, d'y aller pour la gagne, tu oublies que de temps en temps tu peux perdre. Mais voilà, si tu as peur de perdre, il ne faut pas faire de sport, il faut encore moins faire de la voile parce qu'il y a quand même pas mal d'aléas. Il y a une part de chance aussi. Ouais. Et ouais, une part de réussite que tu n'as pas tout le temps, que j'ai peut-être eu sur les dernières courses. Et tu oublies que de temps en temps, ça tourne à l'envers. Et il faut... perdre, ça fait pas plaisir, ça me fait toujours pas plaisir. Tu dis perdre, mais justement, toi, Jérémy, ta philosophie, ça a toujours été un petit peu la gagne. Tu as gagné 3 fois la solitaire du Figaro, et tu reconnais, t'es toujours demandé pourquoi des marins partaient sans aucune chance de gagner. Est-ce que cette expérience a changé ta vision des choses ? Ouais, j'ai eu la chance du coup de pas mal échanger avec les bateaux que j'ai pu rattraper, avec lesquels j'ai pu faire la course. Et oui, j'ai fait la course avec eux en fait. Et tu te rends pas compte que quand tu es devant au Vendée Globe, qu'il y a des gars qui sont plusieurs semaines derrière, il peut y avoir une compétition, mais il y a une vraie compétition déjà. Il y a une course dans la course, ouais. Il y a une course dans la course. Et puis après, chacun a sa course un peu avec soi-même ou contre soi-même, son challenge, boucler la boucle. Voilà, s'engager sur le Vendée Globe, c'est pas rien, quoi. C'est quand même un engagement énorme de la part du marin, de la part de son équipe, de la part de ses partenaires. C'est génial que cette course ait eu lieu. Il faut saluer l'effort de l'organisateur, l'effort de tous les partenaires qui sont tous restés, et des marins aussi qui se sont battus jusqu'au bout dans des conditions météo qui ont été un petit peu particulières. Et
Et Voilà, tu disais, il y a aussi une belle communication. Tu as apprécié la solidarité aussi qu'il y a dans ce groupe. On se fait peut-être moins de cadeaux quand même en tête de flotte, où là, on est vraiment là pour la gagne et basta. Il y a peut-être plus d'humain ou de partage dans cette autre partie de la flotte. Ouais, tu dis qu'ils prennent soin les uns des autres. Ouais, je pense qu'il y a moins d'intox, quoi. Voilà. Et ça paraît logique quand tu es devant et que tu as des soucis, notamment techniques, tu essaies de les cacher au maximum. Donc les cacher lors des vacations ou les cacher lors des contacts que tu peux avoir avec les autres concurrents. Donc du coup, c'est plus facile de limiter les contacts avec les concurrents pour cacher les choses. Donc au final, tu as très peu de contacts. Derrière, c'est un peu le contraire. C'est quand tu peux avoir une avarie ou un souci, tu vas peut-être plutôt en parler à celui qui est à côté pour savoir s'il a pas la solution, quoi. Et honnêtement, c'est super sain. Alors, la solidarité, elle existe à tous les niveaux de la course. En tête, oui, il y a du respect, bien sûr, même dans les compétiteurs en tête. Et on l'a vu sur le sauvetage de Kevin. Maintenant, devant, il faut pas montrer ses faiblesses. Derrière, parler de ses problèmes, ça peut permettre de les régler. Donc, c'est deux façons de voir les choses un petit peu différentes. Alors on sent bien qu'il y a eu les moments où tu as accepté ce coup du sort, ce manque de réussite. Il y en a d'autres où ça a été très dur de positiver, d'avancer. C'est aussi une manière d'apprendre sur toi. Tu as appris aussi à justement essayer de trouver des outils pour garder le moral, pour aller de l'avant. Ouais, c'est sûr que de toute façon, un Vendée Globe, ça te change. Et celui-là particulièrement, quoi. Donc, j'ai appris à temporiser, à respirer un bon coup et puis faire en sorte que ça aille mieux la minute d'après. Quand tu as des coups de moins bien, il faut accepter qu'il y ait des coups de moins bien. Tu peux pas empêcher ça, c'est humain, on est des êtres d'émotion. Donc quand ça va pas, il faut accepter, il faut le gérer, puis il faut repartir. Et puis se concentrer vraiment sur des choses simples, en fait. Arrêter de faire des plans à long terme, arrêter d'imaginer des stratégies, de se dire comment je vais faire pour recroiser devant, non, juste prendre soin du bateau. Être dans l'instant, quoi. Ouais, voilà. Prendre soin de soi. C'était des petites batailles au jour le jour, quoi. Absolument, ouais. J'ai plus pris soin de moi, plus pris soin du bateau. Et certaines fois, en fait, tu te rends compte que tu vas pas moins vite. Donc c'est des bons tuyaux pour l'avenir. Mais il y a quelques années, parce que tu avais quand même fait, c'est vrai, un sans faute dans ta préparation, et puis c'est la part de la fatalité, de la malchance dans la course au large. Mais il y a quelques années, ça t'aurait rendu dingue. Est-ce que tu as pris un peu plus de recul avec l'expérience, peut-être? Ouais, je pense. C'est toutes tes influences, tout ton environnement qui font que tu arrives à gérer ça. Et honnêtement, le soutien que j'ai reçu de la Terre aussi m'a aidé à tenir au début. Puis après, en fait, tu te prends en main et puis ça le fait, quoi. Tu avais fait un travail avec un préparateur mental, Jérémy aussi. Ouais. L'idée, c'était vraiment, avec une psychologue du sport, c'était d'arriver à gérer les petits échecs, en fait. Parce que je savais que sur un Vendée Globe, tout n'allait pas se dérouler comme dans un rêve, on le sait tous. Donc il y allait avoir des petites contrariétés techniques, qui auraient des classements qui seraient peut-être pas bons, tu serais peut-être 5e, 6e, 7e, pas en tête tout le temps. On n'avait pas imaginé ce scénario-là, quoi. Tu fais demi-tour, t'es en tête, tu fais demi-tour au bout de 3 jours, tu repars 10 jours derrière, tu finis, t'es en queue peloton, tu finis 13e. Mais toute la discussion qu'on a pu avoir pour gérer ces petites contrariétés, ça m'a aidé à gérer ce retournement de situation et voilà, je pense que c'était salvateur. Ouais. Ouais, tu as dit, oui, tu finis 13e, tu étais reparti 33e, c'est quand même pas mal, mais au final, je pense que par rapport à ton objectif initial, c'est un peu dérisoire tout ça pour ça, où il y a quand même une satisfaction. Ouais, c'est pas la satisfaction de la 13e place, où ça aurait été la 12e ou la 17e, c'était à peu près pareil, mais la satisfaction d'avoir bouclé la boucle, d'avoir poussé le bateau quand il y avait moyen de le pousser fort, d'avoir réussi à bien gérer le sud, d'avoir fait un temps correct dans le sud. Le meilleur temps, je crois, dans voilà. le sud. C'est pas pour dire j'ai fait le meilleur temps, mais pour dire que voilà, j'étais pas au ralenti, quoi. Et arriver à faire ça dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans concurrence directe autour, pour un petit peu te pousser. Oui, t'es millionnaire. Ouais, et le faire tout seul, c'était intéressant. Ouais. On sent vraiment dans tes propos que c'est une expérience qui a été à la fois douloureuse et très enrichissante. Tu as même dit
que ça t'avait rendu encore plus amoureux de ce Vendée Globe? Ouais, parce que je pense que j'ai compris la course et toute la course, quoi. Et Dans toute sa dimension et pas seulement performance sportive. Ouais, et notamment la dimension humaine. Alors, quand on parle de technique, on n'est jamais très loin de l'humain, mais là, c'était de l'humain pur, quoi. Donc, et un challenge de folie au final, quoi. Et une fierté, pour le coup, immense d'avoir réussi à relever ce challenge-là. Donc, ouais, c'est une course géniale et à tous les niveaux. Ouais. Alors cette édition a offert un suspense quand même très particulier, assez incroyable en tête de flotte, hein, ça a régalé tous les aficionados. Est-ce que tu as réussi quand même à suivre cette bataille? C'était trop douloureux? Ouais, vraiment de loin, quoi. Vraiment de loin. C'est pas évident, c'est pas ta course, c'est plus ta course. Maintenant, tu vois bien que le fait de la météo était un peu particulière, ou le positionnement par rapport à la météo, ou l'avancée des groupes par rapport au phénomène météo, ouais, faisait que, en fait, il fallait jamais être en tête, quoi. Donc, c'est vrai que c'est toujours. Il fallait mieux revenir par derrière cette fois-ci. Tu vois le scénario, pas tordu, c'est pas le mot, mais un peu particulier qui arrive. Et effectivement, pour les nerfs, ça a dû être compliqué. Ouais. Ouais, ça devait être pas facile. Alors, tu parles justement d'une météo tordue, et c'est vrai que, faute de conditions météo un petit peu favorables, les nouveaux foilers n'ont pas dominé comme on s'y attendait. Ils ont même été critiqués par certains, notamment Jean Le Cab. Quelle est, toi, ton analyse un petit peu avec un peu de recul aujourd'hui? Bon, mon analyse, c'est la même qu'au départ, c'est que ce sont des bateaux fabuleux, c'est qu'on a fait un bond en avant extraordinaire entre 2016 et 2020, mais que c'est des bateaux qui sont complexes à faire marcher, quoi. Et que si effectivement tu veux faire un tour du monde tranquille, sans prise de risque, il ne faut pas prendre ces bateaux-là. Oui, tu prends un bateau plus classique. Voilà. Maintenant, l'évolution, elle est inéluctable de toute manière. Ouais, enfin, en tout cas, je n'aime pas parler des bateaux des autres. Voilà, effectivement, il y a des gens qui parlent des bateaux des autres sans avoir mis les pieds dessus. Ça me dérange un petit peu. Ouais. Voilà, ce que je peux dire, c'est que Charal, c'est un bateau fabuleux, que quand on a trouvé les bons réglages et le bon équilibre du bateau, ça va tout seul, que c'est pas évident de trouver les bons réglages. Mais tu en as eu la confirmation. Il a fallu le dompter, j'ai envie de dire. Voilà. Il était un peu fou, ce bateau. Mais tu as eu la confirmation, justement, dans ce Tour du Monde, à quel point il était marin, justement, aussi. Ouais, voilà, je parle de ce temps dans le Sud, parce qu'il est révélateur, le temps dans le Sud. C'est les deux meilleurs temps dans le Sud. Alors, peut-être qu'on n'avait pas la même météo que le groupe de tête, mais malgré tout, on s'est retrouvé tout seul. C'est l'Occitane et Charal. Oui, c'est l'Occitane, le deuxième temps. Donc, voilà, ça veut vraiment dire quelque chose. Et puis voilà, avec une météo ne serait-ce qu'un tout petit peu plus favorable, les bateaux à grand foil auraient archi dominé la course. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. On est dans un sport à développement, on est dans un sport technologique. Le challenge, effectivement, c'est que le marin soit capable de tirer le meilleur de son bateau, de trouver la bonne météo. Si la bonne météo n'est pas là pour tirer le meilleur du bateau, il faut faire avec. Il faut s'adapter. Et on n'a pas le turbo, donc on se retrouve... avec les mêmes problématiques qu'un bateau lambda. Ouais. Sans que ça remette en cause toutes ces innovations. Il va falloir un peu de temps, forcément, pour récupérer, digérer cette course. La frustration, elle est là, tu le disais. Et tu disais aussi, je n'abandonnerai pas cette maudite course sans l'avoir gagnée. Donc tu disais tout à l'heure, pourquoi pas. Alors pour l'instant, tu es engagé avec Charal jusqu'en 2022, avec la Route du Rhum. Est-ce que déjà, tu commences à préparer la suite, à négocier un prochain Vendée ? Ouais, on est à la fois dans l'amélioration continue au niveau technologique avec Charal et avec l'équipe technique et le bureau d'études, mais on est aussi dans l'amélioration et on espère dans la continuité la continuation du projet pour les années à venir. Donc on est effectivement en train de discuter de l'après 2022. Il n'y a aujourd'hui rien de signé, rien d'entériné. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai la volonté de refaire un Vendée Globe. Voilà. Alors l'idée serait avec un Charal optimisé ou plus un nouveau bateau. Tout est sur la table aujourd'hui. On a encore des petites optimisations qui vont arriver sur Charal pour la Jacques Vabre. À un moment, effectivement, on sera en fin d'optimisation. Enfin, on aura mis toutes les options sur Charal et il faudra peut-être, si on décide de repartir jusqu'en 2024, imaginer le faire avec un autre bateau. Mais aujourd'hui, ce bateau, il a encore un super potentiel et
et on a encore plein d'idées pour l'améliorer. Ouais. Alors justement, Virginie, à ce propos, le mercato, il est ouvert et avec plusieurs 60 pieds récents ou anciens qui sont sur le marché. Et Louis Burton, le troisième de cette édition, un très très beau troisième, a été le premier à dégainer en faisant l'acquisition de l'Occitane en Provence, d'Armel Tripon. Le Malouin, il a réussi lui aussi à convaincre son partenaire de l'accompagner jusqu'en 2025. Et oui, c'est un bateau dessiné par l'architecte Samuel Magnuard qui a une carène en SCO. C'est un bateau qui n'a pas pu montrer tout son potentiel, en tout cas batailler aux avant-postes parce que justement Armel a eu un problème, une avarie sur son hook de J3 qui l'a fait décrocher de la tête de flotte. Mais beaucoup sont convaincus du potentiel de ce bateau. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jérémy, de ce choix? Est-ce que c'est une carène qui pourrait t'intéresser justement, ou en tout cas un modèle architectural pour lequel tu pourrais opter? Ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Ça rend, ça rend le bateau très marin. Je pense que ça permet au bateau aussi de naviguer sans les foils ou en rentrant les foils un peu plus rapidement. Donc c'est une très bonne idée. J'aime bien le bateau, j'aime bien l'architecte et puis j'aime bien le skipper surtout. Donc et je suis triste pour Armel parce que c'est dur. C'est super dur. C'était assez rapide, quoi, on va dire. Il n'a pas eu le temps de se poser, que son bateau. Il a déjà vécu un peu cette expérience-là sur la route du Rhum il y a quelques années en perdant son projet IMOCA déjà. Exact, juste après l'arrivée. Voilà, c'est pas facile. C'est dur après un tour du monde. Voilà. Mais au passage, il faut souligner aussi l'opportunité de Louis Burton parce que lui, il avait déjà, lors du précédent Vendée Globe, acquis le Banque Populaire d'Armel Lecléache avant même le départ. Et forcément, c'est un bateau qui était relativement convoité. Ouais, il se passe plein de choses avant le départ et pendant la course en fait. On se rend pas compte, mais c'est le mercato, c'est pendant le match. La planète continue à tourner, la planète. Ouais, voilà. Mais nous, c'est pareil en fait. L'équipe, elle s'arrête pas de travailler et puis quand le bateau rentre, tout est prêt pour embrayer la saison derrière. Donc effectivement, pas Louis, beaucoup de temps mort. Ouais, il y a pas de temps mort. Louis, s'il a eu l'opportunité de racheter ce bateau-là, effectivement, je pense que c'est une très bonne option. C'est bien de le faire au plus vite. Alors le rideau n'est pas encore tombé sur ce beau Vendée Globe avec des conditions musclées et une température polaire digne du Grand Sud. Plusieurs concurrents sont arrivés encore au sable la semaine passée. Alors pour tous, l'accueil a été très chaleureux. Forcément, après toutes les épreuves d'un tour du monde, ils avaient des étoiles plein les yeux. Est-ce que toi, Jérémy, dans ces skippers-là, il y a un coup de cœur particulier là, sur ces concurrents qui sont arrivés assez récemment? Ça c'est dur parce que ça veut dire que si tu t'en retiens un, tu cites pas les autres. Oui, ils sont tous méritants forcément. Et ils ont tous une belle histoire. Ouais. L'idée c'est pas de faire l'école des fans et de donner 10 à tout le monde pour ceux qui se souviennent de l'école des fans. Mais on était là. Voilà. Les filles. Allez, les filles. Et puis Miranda Miranda qui vient d'arriver hier, mercredi. Miranda par exemple. Pipé, on a beaucoup parlé de Pipé, mais il y avait aussi Miranda. Et puis j'oublie pas Sam aussi, Sam et Isabelle qui font route ensemble, Gilbert. Qui font route ensemble et qui, suite à une avarie de quille, ont été contraintes à l'abandon et qui font aussi un tour pour l'honneur pour aller au bout de leur histoire et qui devraient arriver au sable normalement mardi la semaine prochaine, c'est-à-dire je crois qu'on sera le 23 février. Elle donne une belle leçon d'humilité aussi et de persévérance. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir ne pas abandonner, continuer la course, être classé. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu rentrer au sable, pas pu repartir. Je pense à tous ceux qui ont abandonné. Pour l'avoir vécu, c'est pas facile. Et puis L2 qui se sont arrêtés, repartent hors course. Honnêtement, c'est chapeau. Ouais. D'autant qu'Isabelle pouvait être vraiment dans la bataille pour une place d'honneur. Ouais, comme souvent, très bien navigué. On va refermer cette page Vendée Globe parce que le chrono tourne et l'émission touche à sa fin. Juste un petit mot avant de terminer. C'est en baie d'Auckland, la finale de la Prada Cup qui oppose les challengers de la Coupe America. Et c'est bien parti pour les Italiens de James Pithill, Francisco Bruni, qui ont dominé les Britanniques de Ben Ainsley et qui mènent déjà 4-0 dans cette finale qui se joue au meilleur des 13 manches. Ça signifie qu'à ce jour, il ne leur manque plus que 3 victoires pour valider leur ticket et gagner le droit de défier le Defender Team Emirates Team New Zealand dans la finale de la Coupe qui sera prévue du 6 au 21 mars. Oui, et en fait, les hostilités qui avaient été suspendues en raison d'un confinement sanitaire décrété dans l'urgence par le gouvernement néo-zélandais pour 72 heures, elles vont pouvoir reprendre ce week-end. Alors Jérémy, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder quelques matchs.
Si, j'ai le sommeil très léger, donc je me réveille à 4 heures Ça pour tombe bien regarder. parce que c'est ça la tombe nuit. bien. Ouais, magique. Ouais. C'est assez magique, hein, ces images. On s'attendait pas à avoir de si belles images avec des monocoques, mais c'est assez fabuleux. Hein. Ouais, et notamment le dernier match était assez serré avec 17 virements de bord et du vrai match race, donc génial. Et Mais voilà, une maîtrise vraiment parfaite des équipages, c'est impressionnant. Et ouais, surtout des Italiens, Des quelques Italiens. quelques petites erreurs des Oui, Anglais voilà. qui leur coûtent les matchs à chaque Voilà. fois. Et Ouais. qui avait fait forte impression avant et qui avait battu les Italiens, mais là, effectivement, James Pittil et Francesco Bruni, c'est très fort. C'est de la haute technologie, mais au final, ça reste l'humain qui concrétise ou qui fait des bêtises. Et voilà. C'est voilà, de la et régate, ça reste de la régate. Avec cette question, est-ce que les Anglais feront une remontada? Ça, on verra avec les matchs à suivre. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Encore Merci. bravo pour ce Vendée Avec grand Globe. plaisir, merci. Bonnes vacances. Et puis, Merci. on vous Ouais. dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.